Nous terminons ces notes sur l'Empire, la conception de l'Empire et la réalisation de l'Empire à la fin du XVe, au début du XVIe siècle, en faisant une rapide présentation des autres pays où cette idée d'empire s'est aussi comme transmise depuis l'Empire romain germanique, qui reste le prototype, on pourrait dire l'achèvement, la perfection, jusqu'à donc couvrir l'ensemble des principautés et des royaumes de l'époque. Voilà, j'espère que vous y voyez bien et que vous êtes en forme en ce début de journée. Il est très tôt, nous commençons le cours, c'est vrai, beaucoup plus tôt que d'habitude. Il est 7h20 aujourd'hui. Je sais que c'est un peu dur pour vous. Je vous passerai une suite de cartes, de schémas, de mise au point, on pourrait dire, pour que vous puissiez mieux cerner cette question impériale si importante. Parce qu'en fait, cette question impériale donne le ton, donne l'ambiance, donne le nouveau principe politique sur lequel sont fondés les États modernes. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, Charles Quint, dans l'ambiance où nous sommes, dans cette ambiance de universalité politique, représentée par le mondialisme, l'ONU, la SDN au début du XXe siècle, ou par l'Europe, l'Europe unie, l'Europe fédérée. Et ça n'est pas un hasard si aujourd'hui, dans ces conceptions mondialistes et dans ces réalisations, plus que cela, mondialistes, eh bien, on remette à l'honneur le grand souverain que fut Charles Quint et le grand idéal de l'Empire romain germanique de la fin du Moyen-Âge et des temps modernes. Parce que, de fait, il y a une filiation intellectuelle. Peut-être pas une filiation matérielle, une filiation administrative, politique. Bien évidemment que le mondialisme n'a rien à voir avec l'Empire romain germanique ou avec la royauté française ou même avec l'Empire napoléonien. Je pense que c'est clair. À part peut-être le nom. Mais il y a un état d'esprit, il y a une idée. On pourrait dire qu'il y a une analogie que l'on peut faire entre, que l'on fait entre cette conception mondialiste de la politique et la conception impériale de la fin du Moyen-Âge. Alors, donc, l'échec, c'est concrètement, sur le plan de la réalisation, c'est un échec. L'Empire est un échec. Charles Quint abdique. Mais cette idée d'un pouvoir souverain, indivisible, non partagé, incarné dans un État qui va être centralisé, avec une administration performante, une armée permanente, des royaumes vassaux, cette fameuse Nouvelle-Castille par exemple. Ça, c'est un idéal qui est reçu, assimilé et, à leur mesure, copié par les autres princes. Alors, bien sûr, l'Espagne, avec Philippe II, au premier chef. Philippe II qui n'est pas empereur, hein, qui ne va pas hériter de l'Empire. Hein, c'est son oncle qui hérite de l'Empire, du titre impérial. Hein. Mais vous avez ces prétentions
terrestre, de ses prétentions universelles. Philippe II, c'est quand même l'Espagne, mais aussi c'est l'Italie, c'est le Nouveau Monde. Donc c'est la deuxième puissance coloniale à l'époque, elle deviendra la première, puisqu'elle va absorber le Portugal. La prétention sur Jérusalem et sur Constantinople. Et cette unité ibérique, donc, avec la disparition de Don Sébastien en août 1578. Philippe II devient roi d'Espagne. Le roi d'Espagne s'intitule Señorio Universal del Mundo. Et alors, seigneur, n'est-ce pas? Seigneur. Oui, bah, c'est le seigneur, c'est le kurios. C'est le tsar, ce sera le tsar chez les Russes à l'époque. Hein. C'est le César. Hein. Donc retenez ceci, l'idée est là, même si la réalisation est bien moindre que ce qu'a pu faire concrètement Charles Quint. C'est le royaume des Indes. Ce sont les succès. Face aux Turcs, c'est les Pentes, 1571. Face aux hérétiques protestants, c'est l'Inquisition espagnole qui a été remarquable contre toute émergence d'hérésie organisée. Et l'Espagne est indemne, c'est bien rare. Heureusement qu'ils sont indemnes. Ils ont guerroyé pour la reconquête contre l'islam pendant des siècles. Ils sont indemnes alors au XVIe et au XVIIe siècle des querelles et ensuite des guerres de religion pour cause d'hérésie. Ils le doivent à cette performante administration de recherche de l'erreur religieuse qu'est l'Inquisition et qui ne laisse rien passer. Sainte Thérèse d'Avila, Saint Ignace ont eu maille à partir avec les inquisiteurs espagnols. Et lorsque les Espagnols dominent le nord de l'Italie, grand Dieu, ils amènent avec eux l'Inquisition et l'hérésie protestante, les réformés protestants ne mettront pas pied en Italie du Nord. Et donc l'Italie aussi sera indemne des guerres de religion. C'est on pourrait dire c'est un bienfait. Indépendamment des questions doctrinales, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de massacres civils horribles, n'est-ce pas, comme on l'a vu, comme on le verrait, ou comme on est en train de le voir en deuxième année en Allemagne, et puis ensuite en France, et en Angleterre, n'en parlons pas. Donc, c'est un empereur, c'est un roi, c'est un seigneur universel, Señor Universal del Mundo, qui maintient la paix, et c'est bien là le premier titre au pouvoir impérial. Cette conscience, et c'est en même temps, alors, donc, c'est le deuxième aspect, cette seigneurie universelle, elle s'appuie sur cette conscience nationale espagnole qui est maintenant entière. Elle s'est forgée dans la lutte contre l'islam et le judaïsme. Elle est liée au catholicisme. Les Espagnols vont être les soldats de la contre-réforme. Ils seront là, s'il le faut, pour soutenir les ligueurs catholiques français. Ce sont aussi les apôtres du Nouveau Monde, colonisateurs, mais aussi évangélisateurs. La conception impériale va survivre bien plus vigoureusement en Espagne que dans le reste de l'Occident. L'Allemagne, donc, paradoxalement, l'empereur germanique règne Pologne, Tchéquie, Italie, Confédération helvétique, mais aussi surtout sur l'Allemagne. Mais
l'Allemagne qui est divisée, exsangue, qui va être pendant un siècle et demi la proie des guerres de religion ou des divisions religieuses. Il y a une accalmie entre 1555 et 1618, mais enfin, c'est une pause, ça n'est pas une paix. Hein. Donc, l'Allemagne, la France, exsangues par les guerres de religion, vont marquer le pas par rapport à ces prétentions universelles, bien évidemment. Philippe V, simplement, va échouer, parce que les pentes ne sera pas suivies d'effet, en tout cas immédiatement, parce que les pentes, qui a été une victoire imposée grâce à une sainte ligue montée par le pape et pas par le roi d'Espagne, mais dont il est le bénéficiaire, cette sainte ligue se disloque immédiatement. Par contre, échec aussi chez Philippe II, et qui met quand même un terme à ses prétentions impériales européennes, échec de l'invincible Armada contre l'Angleterre. Donc, dispersée par la tempête, l'invasion des îles britanniques n'aura pas lieu, et sa conquête, parce que les Anglais n'ont jamais été de très bons... ce sont de très bons marins, bien évidemment, mais ce ne sont pas d'exceptionnels fantassins ou cavaliers, loin de là. Alors, donc, l'Empire chez Philippe II et les Espagnols s'incarnera finalement dans le monde ultramarino, au-delà des mers. Et donc, il pourra porter un temps le titre d'empereur des Indes. C'est là, dans ces Indes et dans ces nouvelles Indes que sont les Amériques, que se réalisent ces Respublica Christiana, qui partent de rien et qui aboutissent à un certain ordre politique unifié sous cette influence du souverain espagnol. Disons un mot rapidement de la Russie. La chute de Constantinople en 1453 a fait des Russes le premier rempart contre les Turcs. Ce n'est pas tout à fait vrai ce que je vous dis, parce que le premier rempart de l'Occident, c'est l'Empire, c'est l'empereur, l'Empire germanique. Mais quant au monde orthodoxe, Moscou supplante Constantinople. Le patriarche de Constantinople va être désormais à la solde des Ottomans. L'impérium religieux est transféré à Moscou pour les orthodoxes. C'est là la troisième Rome. Byzance a été profanée. Le tsar, l'empereur est envoyé à Ivan III, qui est le souverain russe. Il va se marier avec Zoé, paléologue, nièce du dernier empereur de Constantinople. Il prend pour symbole l'aigle impérial,
L'aigle, c'est le symbole des légions romaines, bien sûr, donc c'est le symbole universel, universellement utilisé pour désigner l'Empire, et il aura pour titre autocrate, c'est-à-dire celui qui se dirige par lui-même, celui qui est le chef indépendant de tout, tout autre pouvoir. Autonomie. Hein. Autonomie, c'est la loi propre, n'est-ce pas? Nomos, la loi. Donc là, c'est la même chose. Pouvoir, un pouvoir indépendant, on pourrait dire sui juris, hein, de son droit propre. La Moscovie, alors, se constitue comme le royaume de l'Est de l'Occident. On dira le royaume de l'Est de l'Europe. Il y a une Russie européenne et une Russie asiatique. La Moscovie s'étend à la fin du XVe siècle de l'Oural du Nord à la mer Baltique, et puis au début du XVIe jusqu'en Asie. Et c'est Ivan le Terrible, Ivan IV, qui va prendre à son couronnement en 1547 le titre de tsar. Tsar de toutes les Russies, c'est-à-dire César, hein, c'est l'empereur. Donc les Russes aussi sont, pourrait-on dire, contaminés par cette idée et cette prétention impériale. Les Britanniques, c'est tout à fait un autre monde, une royauté insulaire, propre, avec des caractéristiques qui se sont développées indépendamment de transferts d'influence avec les autres pays européens, continentaux. C'est une royauté, c'est un pays, c'est un royaume donc qui a déjà pris ses distances par rapport au pape depuis la conférence de Bruges à la fin du XVe siècle, XIVe siècle, pardon. Les aristocrates ont toujours été très puissants face au roi, face aux dynasties royales. Il y a un parlement qui a une voix directoriale, on pourrait dire, hein, et donc le roi doit tenir compte de ce Parlement, comme encore aujourd'hui, enfin pendant tous les temps modernes, hein, jusqu'à aujourd'hui. Donc une royauté constitutionnelle, une royauté parlementaire. Cela dit, le roi Lancaster, de la dynastie Lancaster, Henri VIII, va, par son caractère, par son prestige, c'est un grand humaniste, c'est un grand défenseur de l'Église. Il va avoir le titre de défenseur ecclésié, ou défenseur fidei plutôt, défenseur de la foi, parce qu'il est le premier à croiser le fer avec Luther et à réfuter la doctrine luthérienne. Henri VIII, en vue d'assurer son indépendance et sa domination, va briguer l'Empire, va appliquer la conception politique impériale à son pouvoir royal. En tant qu'empereur Henry Imperial,
c'est ça, cette titulature, n'est-ce pas? Donc, fait casser son mariage avec Catherine d'Aragon, 1533. Et en 1534, c'est l'acte de suprématie sur l'Église anglicane, l'Église des Angles, des terres anglaises. Ce titre est solennellement proclamé, a été solennellement proclamé en avril 1533. Voilà. Donc, Henri VIII se comporte comme un souverain absolument indépendant de toute puissance, de tout pouvoir en terre, quel qu'il soit, y compris le pouvoir spirituel, le pouvoir de l'Église. Alors à côté de cela, bien sûr, il y a toujours la réalité politique et militaire, et puis il y a, on pourrait dire, le folklore qui vient enrober cette réalité matérielle de tout un ensemble religieux, mythologique, juridique, qui souligne les droits du roi, de la couronne royale. Alors donc, on va tenter une filiation entre Henri VIII, les Lancaster, et puis les empereurs romains, n'est-ce pas, qui sont antérieurs à l'Église, qui ont donné à l'Église son rayonnement lorsque Constantin, l'empereur, tolère l'Église, développe une juridiction, une justice, une législation, développe une législation tout à fait chrétienne, après sa conversion en 313. Par ce signe tu vaincras. Donc Constantin a été béni directement par Dieu, vous voyez, il voit cela dans le ciel, la croix, et puis Inox signo vinces. Tu vaincras par cette croix. Alors, je ne m'étends pas, n'est-ce pas, sur cet épisode de l'histoire antique impériale et constantinienne, mais on a aujourd'hui plusieurs preuves et découvertes archéologiques qui inclinent, n'est-ce pas, qui se multiplient, n'est-ce pas, pour incliner à la véracité de ce phénomène, de ce fait, n'est-ce pas. Par la croix tu vaincras, par ce signe tu vaincras. Effectivement, c'est la veille de la bataille du pont Milvius où il écrase l'usurpateur Maxence. Eh bien, donc Constantin, c'est la référence de l'empereur chrétien et d'un empereur, on pourrait dire, de droit divin, d'un empereur maître du monde et dont cette maîtrise a été sanctifiée directement par cette apparition, directement par Dieu, sans passer par l'Église. Donc le pouvoir impérial a cette indépendance, cette légitimité divine de fait, n'est-ce pas? Alors, si on arrive à montrer l'affiliation de Constantin à Henri VIII, alors on légitime la volonté, toute volonté du roi d'Angleterre, même si le pape y serait opposé. Et donc c'est le cas, on va insister sur les origines britanniques de Constantin. On insistera sur les fables de ce roi Arthur qui assure le lien, n'est-ce pas? De fait, on pourrait citer, n'est-ce pas, comme œuvre de propagande en faveur des souverains anglais, Edmund Spenser, qui dédie à la reine Élisabeth Ier
de Fairy Queen. Fairy, hein. C'est une copie de l'Oriendo Furioso, dont nous avons parlé à propos de l'empereur Charles Quint. C'est une célébration du culte impérial dédié à Élisabeth Ier. Voilà, nous avons parlé des Espagnols, des Russes et des Anglais. Nous allons dire maintenant un mot des Français. La France et l'Empire. Donc ce sera notre prochaine leçon. Je vous souhaite un bon petit déjeuner, c'est ce que je vais prendre maintenant, hein. Et puis ensuite on reprend après, hein. Bon courage, tout de bon, à la prochaine.